La salle d'audience était silencieuse, d'un silence inhabituel. Pas de toux, pas de murmure, pas même le froissement de papier, juste le son d'un nom unique, appelé Élie Dubois. Un adolescent noir de 17 ans se leva, vêtu d'une combinaison de prison. Ses poignets étaient liés par des menottes qui semblaient bien trop lourdes pour son âge. Il avança lentement, chaque pas résonnant comme un tambour dans l'immense salle d'audience. Le juge Fournier leva à peine les yeux. « Comprenez-vous les accusations portées contre vous ?» Élie hocha la tête. « Oui, monsieur le juge, mais si je peux me permettre, j'aimerais parler en mon nom. » La salle s'agita. Des murmures, de la confusion, même des rires. Les accusés ne parlaient pas ici, pas sans avocat, pas de cette façon. Le juge haussa un sourcil. « Vous n'êtes pas avocat, mon garçon. »« Non, monsieur. Mais je sais que la Constitution me garantit le droit de me défendre. » Le juge s'appuya en arrière, intrigué mais sceptique. « Continuez. Alors, ça s'est passé. » Élie prit une profonde inspiration, et dans les 2 minutes qui suivirent, il récita des arrêts de jurisprudence, cita des précédents légaux, et exposa des incohérences dans le rapport de police avec la précision d'un avocat chevronné. Les gens se penchaient en avant sur leur siège. Même la sténographe cessa de taper. Et quand Élie eut terminé, le juge ne dit rien. Il resta simplement là, à le fixer. Personne ne pouvait croire ce qu'il venait de voir. Avant de plonger plus profondément, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche, car des histoires comme celle-ci, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Réelles, brutes, inoubliables. Faites partie d'une communauté qui voit l'invisible. Ne manquez pas ce qui va suivre. Cela pourrait changer votre vision de tout. Élie Dubois n'aurait pas dû dépasser l'âge de 13 ans. Né dans les banlieues délabrées de Paris, Élie a grandi avec sa grand-mère, Louise Dubois, une femme profondément pieuse qui nettoyait des maisons le jour et priait toute la nuit. Sa mère, arrêtée pour possession de drogue quand il avait 5 ans, n'est jamais revenue. Son père? Un mystère. Mais Élie était différent. À 4 ans, il lisait les boîtes de céréales comme des romans. À 6 ans, il corrigeait la grammaire des bulletins paroissiaux. Et à 10 ans, il empruntait à la bibliothèque de l'école un exemplaire de la Constitution, juste pour le plaisir. Il ne trouvait sa place nulle part. Trop intelligent pour son quartier, trop basané pour le programme d'enrichissement, trop calme pour le chaos qui l'entourait. Les professeurs pensaient souvent qu'il tricotait quand il réussissait brillamment ses examens. Les autres enfants l'appelaient le bizarre, le dictionnaire, ou pire. Pourtant, Élie avançait. Il étudiait à la lumière d'une lampe de poche quand il y avait des coupures de courant. Il mémorisait des définitions juridiques pendant que les autres enfants apprenaient des paroles de chansons. Il regardait des procès en ligne, comme la plupart des adolescents cherchaient Netflix. Son rêve, devenir avocat en droit civique. Pas pour la gloire, pas pour l'argent. Pour la justice, pour sa mère, pour lui-même, pour tous les enfants comme lui à qui on avait dit qu'il n'y arriverait jamais. Son refuge était la bibliothèque municipale. Elle sentait les vieilles pages et la poussière, mais pour Élie, elle sentait la liberté. Là, entouré de recueils de jurisprudence et de revues juridiques, il s'imaginait une autre vie, une vie où il portait un costume, se tenait debout devant le tribunal et où les gens l'écoutaient. Sa plus grande supportrice était Louise. Elle ne comprenait pas grand-chose à ce qu'il lisait, mais elle lui préparait du thé, repassait ses vêtements et lui chuchotait « Dieu t'a donné cet esprit pour une raison. Ne le gâche pas, mon enfant. » À 17 ans, il obtint une bourse complète pour un programme d'élite de préparation au droit à la Sorbonne. Il était enfin sorti, enfin vu, enfin apprécié. Pourtant, le monde ne vous laisse pas toujours vous élever sans essayer de vous tirer vers le bas. Et Élie était sur le point d'apprendre à quelle vitesse tout pouvait s'effondrer. Le premier jour d'Élie à la Sorbonne fut comme entrer sur une autre planète. Des bâtiments en briques recouverts de lierre, des étudiants avec des ordinateurs portables sophistiqués, un café à la main parlant de stages et de semestres à l'étranger. Pour la première fois, il n'était pas le plus intelligent de la pièce, et il adorait ça. Il absorbait tout, chaque cours, chaque débat,
chaque séance d'études nocturnes à la bibliothèque de droit. Élie ne voulait pas seulement réussir, il voulait maîtriser le jeu, comprendre le système de l'intérieur et de l'extérieur, apprendre sa langue, si bien que personne ne pourrait plus jamais l'utiliser contre lui. Il assistait aussi aux simulations de procès civils, même s'il n'était pas désigné. Il fonda un groupe d'étudiants axé sur le racisme et le système judiciaire. Les professeurs commencèrent à le remarquer. L'un d'eux, le professeur Bertrand, l'aborda après la classe et lui dit « Vous n'avez pas seulement la tête pour ça, Élie, vous avez une vocation. » Ces mots lui restèrent gravés. Il appelait sa grand-mère tous les soirs. Il lui racontait ses cours, ce que ça faisait de marcher sur le campus sans regarder par-dessus son épaule. Pour la première fois, il sentait qu'il appartenait à un endroit. Mais les rêves viennent avec un poids. Et Élie portait plus que la plupart. Alors que ses camarades avaient des filets de sécurité, lui n'en avait pas. Une seule erreur, une accusation, pouvait tout détruire. Et puis vint Marc Dupont, un étudiant en droit de 3e année, bien connecté, charmant et privilégié. Dupont n'aimait pas être défié, surtout par un étudiant de 1re année de Paris qui le faisait paraître moyen devant les professeurs. Leur conflit commença petit. Des réponses interrompues en classe, des roulements d'yeux, des remarques sarcastiques. Mais Élie ne recula pas. Il argumentait avec précision, avec vérité, et la vérité est parfois dangereuse. Un après-midi, après une vive discussion en séminaire, Élie retourna à sa résidence universitaire et trouva 2 agents de sécurité du campus l'attendant. Un étudiant avait signalé le vol d'une tablette et Élie était la seule personne à avoir été vue près de l'espace commun. Il était stupéfait. « Vérifiez les caméras, dit-il. « Nous le ferons, répondit un agent. Mais pour l'instant, vous devez nous suivre. » Ils ne trouvèrent rien dans sa chambre. Pourtant, l'accusation fut suffisante. Une enquête formelle fut ouverte. Il fut suspendu des cours en attendant la révision. Juste comme ça, le monde pour lequel il avait tant lutté commença à lui glisser entre les doigts. Le pire, la tablette fut retrouvée plus tard, dans le sac à dos de Marc Dupont. Mais cela ne serait révélé que bien plus tard. Pour l'instant, Élie était marqué, non pas comme brillant, mais comme dangereux. Le rapport de police était maigre, juste la déclaration d'un étudiant et un calendrier vague. Mais cela n'avait pas d'importance. Élie fut conduit hors du campus devant ses camarades et ses professeurs. Pas de menottes, mais elles n'étaient pas nécessaires. La honte était plus lourde que l'acier. Les nouvelles se répandirent rapidement. Le lendemain, des messages anonymes inondèrent le forum des étudiants. Je savais qu'il était trop beau pour être vrai. Discrimination positive mal tournée. Faites attention à vos affaires avec les gosses boursiers. Il essaya d'appeler sa grand-mère ce soir-là, mais elle ne répondit pas. Elle répondait toujours. Élie passa le week-end dans une cellule de détention provisoire. Pas encore une prison, mais assez froide, assez bruyante, assez cruelle. Il répétait sans cesse « ça va s'arranger ». C'est une erreur, mais personne ne le regardait ainsi. Le lundi matin, il fut libéré sous caution. En sortant, il vit Léa Martin, l'avocate commise d'office, qui lui avait été assignée. Elle semblait fatiguée, mais gentille. « Élie, j'ai lu votre dossier. Vous n'êtes pas un criminel. Mais ceci est grave. » Il hocha la tête, abasourdi. « Je ne l'ai pas fait. Je vous crois. Mais la foi ne suffira pas. » De retour à la maison, tout ne fit qu'empirer. Louise était étendue sur le sol quand il entra. Crise cardiaque. Elle avait essayé de l'appeler tout le week-end. Il n'avait jamais reçu les messages. L'ambulance arriva trop tard. À l'hôpital, la voix du médecin se fondit en une seule phrase. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Et juste comme ça, elle était partie. La femme qui l'avait élevée. Son ancre. Sa protectrice. Il s'assit seul dans le couloir de l'hôpital, entouré d'étrangers. Pas d'appel, pas de réconfort. Juste l'écho de la voix de Louise dans sa tête. Ne les laisse pas te prendre ta lumière. Pourtant, à ce moment-là, Élie n'avait plus rien à protéger. De retour dans l'appartement, le silence criait. Sa tasse de thé était toujours sur la table. Sa Bible toujours ouverte. Son parfum planait toujours dans l'air. Il s'effondra au sol, tremblant, furieux, brisé.
Pourquoi? Murmura-t-il. Pourquoi maintenant? Il frappa le mur jusqu'à ce que ses jointures saignent, non par violence, mais par désespoir, chagrin, colère, l'injustice de tout cela. Il se fichait de l'université, de la loi, de la justice. Quelle justice? Il avait 17 ans, seul, accusé, suspendu, et maintenant orphelin. Quelle que fût la lumière qui lui restait, elle vacillait dangereusement près de l'extinction. L'éclairage de la salle d'audience semblait plus brillant que d'habitude, presque punitif. Élie se tenait de nouveau devant le juge, non pas comme un étudiant, non pas comme un prodige, mais comme un accusé. Le génie de Paris, le boursier, le futur avocat, se retrouvait maintenant devant un vrai tribunal pour des délits mineurs de vol. L'ironie était écrasante. Il ne dit rien, non par culpabilité, mais parce que parler ne fonctionnait plus. Les mots n'avaient pas sauvé sa bourse, n'avaient pas arrêté sa suspension, n'avaient pas gardé sa grand-mère en vie. Et maintenant, aux yeux de la cour, il n'était pas un étudiant brillant, il était une statistique. Après son audition, le juge rejeta sa demande de libération. Quelque chose à propos d'un risque pour la communauté et d'une révision en cours. Léa Martin tenta de plaider. Elle souligna le manque de preuves, la tablette disparue qui avait maintenant mystérieusement refait surface. Mais la décision était prise. Il fut transféré dans un centre de détention pour mineurs. La première nuit dans sa cellule fut calme. Trop calme. Seul le bourdonnement de la lumière au néon et le lointain cliquetis des portes métalliques. Élie était allongé sur un matelas rigide, fixant le plafond. Pas de livre, pas de papier, pas de voix pour s'expliquer. Il était entouré d'autres garçons, certains en colère, certains brisés, certains dangereux. Quelques-uns le regardaient curieusement. La plupart l'ignoraient. Il n'était pas assez de la rue pour mériter le respect, pas assez silencieux pour disparaître. Le lendemain, le déjeuner apporta le premier vrai coup. Un enfant, 2 fois sa taille, frappa le plateau d'Élie de ses mains et rit. « Qu'est-ce qu'il y a, un télo? Pas faim ?» Élie ne répondit pas. Il s'éloigna, s'assit seul et essaya de respirer. Plus tard cette semaine-là, il fut surpris en train de lire une édition abîmée de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » qu'il avait trouvé sur une étagère. Un gardien la vit, la lui arracha et rit. « Tu n'es plus en cours, génie. » Les jours se brouillaient, douche froide, nuit bruyante, matin sans sommeil, et puis vint Monsieur le Roi, plus âgé, calme. Il restait généralement seul. Il remarqua Élie en train de gribouiller des notes sur des bouts de serviette un soir au dîner. « Vous vous y connaissez en droit ?» demanda le roi, se penchant. Élie hésita. « Avant, oui. » Le roi hocha la tête. « J'étais parajuriste, il y a 20 ans, avant que tout ne change. Cette nuit-là, le roi lui passa un livre à travers les barreaux. L'État et la justice. Vieux, page jaunie, coin corné. Vous pourriez en avoir besoin, dit-il. » Élie fixa longtemps la couverture avant de l'ouvrir. Le point lui semblait familier, comme l'espoir, lointain mais réel. Chaque nuit, il lisait. Sous sa couverture, au clair de lune, il dévorait chaque phrase. C'était la première fois qu'il se sentait vivant depuis la mort de Louise. Pourtant, la douleur ne disparaissait pas. Un après-midi, il entendit 2 gardiens se moquer de son cas. C'est le problème avec ces petits génies. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que le système, jusqu'à ce que le système les avale tout entiers. Élie serra les dents. Il voulait crier, lancer le livre, disparaître. Au lieu de cela, il écrivit, dans les marges, sur des serviettes, sur du papier toilette. Il esquissa sa défense, citant des précédents, disséquant les incohérences de son rapport d'arrestation. Il ne savait pas si cela aurait de l'importance, mais c'était quelque chose, c'était de la survie. Une nuit, il rêva de Louise. Elle était dans sa cuisine, fredonnait un vieil hymne d'église, remuait le thé. Elle le regarda et sourit. « Tu n'as pas encore fini, mon enfant. » Pas encore. Quand il se réveilla, son oreiller était mouillé de larmes, mais sa poitrine se sentait plus légère. Ce matin-là, il demanda un crayon au gardien. Un vrai. Et il commença à écrire, non pour prouver qu'il était innocent, mais pour se rappeler qu'il l'était toujours. Si cette histoire a touché quelque chose de profond en vous, prenez un moment,
Aimez cette vidéo si vous vous êtes déjà senti incompris et partagez vos pensées dans les commentaires. Votre voix compte ici. D'autres pourraient avoir besoin de lire ce que vous avez à dire. Parfois, un simple commentaire peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Les jours se sont transformés en semaines. La routine de l'établissement ne changeait jamais. Petit déjeuner, tâches, temps libre surveillé, extinction des feux. Pourtant, quelque chose avait changé en Élie. Ce n'était pas soudain, c'était silencieux, comme l'aube derrière les nuages. Un petit retour constant de la volonté. Cela a commencé par une lettre. Monsieur le roi la lui a remise au déjeuner. « Elle vient de votre avocate commise d'office », dit-il. Léa, Élie l'ouvrit lentement, les doigts tremblants. « Élie, j'ai lu vos notes. Elles sont brillantes. Je les ai montrées à un collègue qui enseigne le droit à l'université Panthéon-Assas. Il a demandé s'il pouvait en lire davantage. Continuez d'écrire. Je me bats toujours pour votre dossier et je crois fermement en vous. » Une étincelle, pas encore un feu, mais réel. Il commença à demander des livres de droit, d'histoire, de psychologie. La plupart furent refusés, mais quelques-uns passèrent. Il les lisait de bout en bout. Chaque mot était du carburant. Chaque paragraphe qu'il écrivait pour sa défense devenait plus aiguisé, plus confiant. Il commença à pratiquer ses arguments dans sa cellule, chuchotant dans l'air. La nuit, le roi écoutait, parfois hochant la tête, parfois corrigeant. « Tu ne construis pas seulement un dossier, mon garçon, dit-il un jour. Tu construis une voix. Ne la perds pas. » Élie se rappela quelque chose que Louise disait souvent. Dieu ne gaspille aucune douleur. Le chagrin était toujours là, toujours. Mais maintenant, il marchait à ses côtés, pas devant lui. Lors d'une séance de thérapie de groupe, obligatoire mais généralement sans signification, Élie parla. Il parla vraiment. Non pas de son cas, mais de ce que signifie être un jeune homme noir accusé sans poser de questions, de la peur de devenir invisible, même quand on fait tout correctement, de la façon dont le silence peut sembler plus sûr que la vérité. La thérapeute, surprise, lui demanda de diriger la discussion la semaine suivante. Il accepta, et pour la première fois, les autres garçons le regardèrent différemment. Non pas comme faible, mais comme quelqu'un qui avait survécu à quelque chose qu'ils comprenaient tous. Il ne se défendait plus seulement, il se reprenait. Les mots qu'il utilisait autrefois pour s'échapper devinrent maintenant des outils de reconstruction. Son esprit s'aiguisa de nouveau. Son cœur, bien que marqué, recommença à battre avec un but. Il écrivit une lettre au professeur Bertrand. Il lui raconta tout, l'accusation, l'arrestation, la perte de sa grand-mère, l'écriture, l'espoir. 2 semaines plus tard, il reçut une réponse. « Il y a une salle d'audience qui vous attend, Élie. Ne laissez pas cet endroit être votre fin. Faites-en votre histoire d'origine. » Cette nuit-là, il rouvrit « L'État et la justice » et le lut pour la première fois, non pas comme un prisonnier cherchant à s'échapper, mais comme un homme se préparant à son ascension. La demande d'Élie de se représenter lui-même devant le tribunal fut accueillie par le silence, puis par des rires. « Vous croyez que c'est un club de débat ?» plaisanta l'un des gardiens. Mais Léa Martin ne rit pas. Elle avait vu ses notes, ses croquis, ses arguments, et plus encore, elle voyait sa détermination. Elle déposa la requête. Cela prit des semaines. La bureaucratie est lente, surtout pour les enfants qui ne viennent pas de l'argent ou du pouvoir. Mais finalement, le tribunal accorda à Élie la rare opportunité, se défendre lui-même, non pas seulement en tant que témoin, mais en tant que son propre avocat. De retour dans sa cellule, Élie fixa le document officiel, les mains tremblantes. C'était réel, il avait moins de 30 jours, et pas de diplôme d'avocat, mais il avait quelque chose qui ne s'apprenait pas, le feu. Chaque matin, il se réveillait avant que les lumières ne s'allument et arpentait le petit espace de sa cellule, répétant ses déclarations. Monsieur le roi le testait, posant des questions, défiant sa logique. Ce n'était pas facile. Parfois, Élie trébuchait, oubliait des citations, perdait son sang-froid, mais à chaque fois, il revenait plus aiguisé. Léa fit passer des notes de professeur de droit qui le guidaient désormais en secret. Un réseau de juristes qui encourageait l'enfant prodige qui refusait d'être effacé. Il réécrivit toute sa défense, 1 fois, 2 fois, 7 fois.
Et à chaque brouillon, sa voix devenait plus claire, moins émotionnelle, plus chirurgicale. Il ne se contentait plus d'affirmer son innocence. Il commença à prouver les lacunes de l'enquête. Absence de motifs valables, aucune preuve de possession, erreur de procédure. Le jour de l'audience d'entraînement à l'établissement, Élie se tenait dans la salle commune, face à Leroy, qui jouait le rôle du procureur. « Tu n'es pas là pour raconter ton histoire », lui rappela Leroy. « Tu es là pour démonter la leur. » Élie hocha la tête, et il le fit. Les gardiens qui regardaient étaient stupéfaits, non seulement par la confiance, mais par la connaissance, la maîtrise. « Qui diable a appris ça à ce gamin ?» murmura l'un. « Il a tout appris seul », répondit le roi, fier. Mais Élie savait que ce n'était que le début. Le vrai procès était encore à venir, et cette fois il y aurait des caméras, des journalistes, une salle d'audience pleine de gens qui s'attendaient à voir un adolescent à problème implorer la clémence. Il ne le ferait pas. Il verrait autre chose, quelqu'un d'autre. Élie n'entra plus dans la salle comme un accusé. Il entra comme une tempête. Plus la date du procès approchait, plus le fardeau sur les épaules d'Élie devenait lourd. La confiance n'était pas linéaire. Certains matins, il se réveillait lucide, concentré, répétant son discours d'ouverture comme une prière. D'autres jours, le doute le rongeait comme une ombre, lui murmurant qu'il n'était pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez vieux. Il n'était encore qu'un enfant. Et le système? Il n'était pas fait pour que des enfants comme lui gagnent. Un après-midi, le gardien-chef de l'établissement le prit à part. « Vous savez que cette mascarade judiciaire ne changera rien, n'est-ce pas ?» dit-il. « Vous aurez toujours un casier, vous serez toujours marqué. » Élie ne dit rien. Mais plus tard, cette nuit-là, il était assis dans sa cellule, fixant ses notes, paralysé. Pour la première fois depuis des semaines, il n'écrivait rien, ne pratiquait rien. Quel était le but ? Pourquoi continuer à lutter contre une machine conçue pour l'écraser ? Monsieur Leroy remarqua le silence. Il ne dit pas grand-chose, se contenta de tendre à Élie un morceau de papier plié. À l'intérieur, il y avait une photo, fanée, mais poignante. Elle montrait Leroy, jeune, debout devant un palais de justice, dans un costume bon marché, souriant. « J'étais comme toi autrefois, » dit Leroy, « intelligent, affamé, mais j'ai cru au mensonge, que je ne pouvais pas gagner. Alors j'ai cessé d'essayer, et me voilà. » Il désigna la poitrine d'Élie. « Ne sois pas comme moi, sois plus. » Cela frappa fort, mais cela aida. Pourtant, le monde extérieur n'avait pas changé. Marc Dupont, l'étudiant qui l'avait faussement accusé, était resté silencieux, aucune excuse, aucune responsabilité. Son nom avait été tenu à l'écart des documents officiels grâce à l'influence de sa famille. Élie voulait la justice, mais la loi n'était pas toujours une question d'équité. Parfois, c'était une question de pouvoir, et Élie n'en avait pas, ou du moins c'est ce qu'il croyait. 3 jours avant le procès, un agent de sécurité du campus à la retraite et amer contacta Léa Martin. Il avait vu la vidéo de surveillance originale. Elle montrait Élie passant devant la salle commune. Oui, mais elle montrait aussi Dupont entrant seul dans la salle après. La tablette n'avait jamais été volée. Elle avait été cachée par Dupont. La vidéo avait été cachée par quelqu'un de plus haut rang, peut-être un doyen, peut-être l'avocat de la famille Dupont. Ce n'était pas suffisant pour porter plainte, mais c'était suffisant pour soulever de sérieuses questions. Léa le présenta au juge. La requête en irrecevabilité fut rejetée. « Qu'il la présente au tribunal, » dit le juge Fournier. « Voyons si le jeune homme peut se battre. » De retour à l'établissement, Élie reçut la nouvelle. Il ne sourit pas. Il hocha la tête. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de restauration. Il reprit ses notes, les révisa, ajusta le ton, supprima l'émotion, ajouta des faits, superposa la vérité. Il n'entra pas au tribunal pour demander grâce. Il vint pour apporter la clarté. Et cette fois, le tribunal ne l'écouterait pas seulement. Il se souviendrait de lui. Le jour du procès arriva sous un ciel gris et un froid mordant. Le palais de justice se dressait haut et intimidant, sa façade de pierre reflétant le poids de chaque histoire qui s'y était déroulée. Pour Élie, ce n'était pas seulement un bâtiment.
C'était l'endroit où il allait récupérer son nom, ou être enterré sous lui. La salle d'audience était pleine. Des journalistes étaient assis au fond, prenant des notes. Des étudiants en droit chuchotaient à propos de l'enfant génie qui se défend tout seul. Quelques professeurs de la Sorbonne étaient également là, dont le professeur Bertrand, qui n'avait pas dit un mot à Élie depuis l'accusation, mais qui était venu en silence pour assister au dénouement. Élie entra dans la salle dans un costume simple, emprunté, un peu trop grand mais propre. Pas de menottes, pas de chaîne, seulement sa voix et un épais dossier de notes serré entre ses mains. Le juge Fournier le fixa depuis le banc. Sceptique comme toujours. « Monsieur Dubois, dit-il, vous pouvez commencer. » Élie respira. Une seule fois. Puis il s'avança. « Monsieur le juge, commença-t-il, sa voix calme, ferme. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme un criminel, mais comme un étudiant, un fils, un petit-fils, et par-dessus tout comme quelqu'un qui croit encore en la loi, même quand elle n'a pas cru en moi. » La salle d'audience était silencieuse. Il guida les jurés méthodiquement, méticuleusement, à travers les faits. Il souligna les incohérences du rapport de police, cita des arrêts de jurisprudence de mémoire, exposa les lacunes de la chronologie, révéla les images cachées que Léa avait découvertes. Puis, il aborda le cœur de sa défense. L'intention, c'est ce qui compte dans cette affaire. Et je vous demande, où est l'intention quand on passe simplement devant une pièce? Il fit une pause. Dans une société où la perception devient accusation, la vérité doit être plus forte que la peur. Je n'ai rien volé. Mais plus encore, je ne méritais pas d'être jugé coupable simplement parce que j'existais dans une pièce où personne n'aurait imaginé trouver quelqu'un comme moi. Il regarda le juge, puis les jurés, puis, brièvement, les caméras. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de la fréquence à laquelle des voix comme la mienne restent inaudibles. À quel point notre potentiel est réduit au silence avant même qu'il ne puisse parler. Léa regardait de côté, les larmes aux yeux. Monsieur le roi, assis au dernier rang avec une autorisation spéciale, s'agrippait au bord de son siège. Quand Élie eut terminé, il recula et s'assit. Pas de drame, pas de théâtralité. Juste le silence. Le procureur tenta de contre-attaquer, mais le dossier de l'État avait été éventé. Même le nom de Dupont, non mentionné au tribunal, planait comme de la fumée sur les délibérations. Le juge Fournier se retira pour délibérer. 1 heure passa, puis une autre. Finalement, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Tout le monde se leva. Fournier regagna son siège. Il ajusta ses lunettes, regarda longuement Élie. Dans l'affaire « L'État contre Élie Dubois », dit-il, ce tribunal déclare l'accusé non coupable. Soupir. Un murmure, quelques applaudissements, rapidement réduits au silence par l'huissier. Pourtant, Élie ne bougea pas, ne sourit pas. Il ferma simplement les yeux. Et pour la première fois depuis des mois, il respira. Devant le palais de justice, les journalistes pullulaient. Des microphones, des questions, des flashs. Élie sortit dans le froid, les épaules en arrière, le regard droit devant. « Je n'ai rien à ajouter, dit-il. Les dossiers parlent d'eux-mêmes. » Et il partit, non pas comme un accusé, non pas comme une victime, mais comme un homme qui récupérait tout ce qu'on avait essayé de lui prendre. Son nom, son avenir, son pouvoir. L'histoire d'Élie ne se résume pas à une victoire judiciaire. Il s'agit de la rapidité avec laquelle le monde juge un jeune homme noir, prometteur, comme une menace plutôt qu'une promesse. Il s'agit d'un système qui punit la brillance si elle n'est pas enveloppée de privilèges. Et surtout, il s'agit de résilience, pas le genre bruyant et cinématographique, mais le type silencieux, le type qui survit dans le silence, dans le chagrin, dans l'isolement. Pour beaucoup de ceux qui ont suivi le procès d'Élie, le choc n'était pas qu'il se soit défendu avec tant de brio, c'était qu'il ait dû le faire, car il avait tout fait correctement. Il a étudié, il a travaillé, il a respecté les règles, et pourtant, il n'a fallu qu'un seul mensonge, inquestionné, incontesté, pour détruire sa vie. Pourtant, le plus grand triomphe d'Élie n'a pas été le verdict.
Ce fut son refus de disparaître. Il a rappelé au monde que l'intelligence peut porter n'importe quelle couleur de peau, que le courage ne crie pas toujours. Parfois, il parle doucement, avec des faits, sous la pression. Qu'être sous-estimé n'est pas une malédiction, c'est la préparation à un type d'impact que personne ne voit venir. Élie n'a pas seulement gagné sa liberté. Il a dénoncé un processus défaillant, inspiré des centaines de personnes et prouvé que lorsque la vérité est prononcée avec clarté et conviction, même les institutions les plus puissantes n'ont d'autre choix que d'écouter. Après le procès, Élie ne retourna pas à la Sorbonne. Il refusa leur offre. Oui, ils l'invitèrent à revenir, même publiquement. Il voulait effacer la tâche de ce qui s'était passé. Mais Élie n'avait aucun intérêt à retourner dans un endroit qui était resté silencieux quand il avait besoin qu'il parle. Au lieu de cela, il a été transféré dans une plus petite université avec un programme de droit civique. Une qui s'était manifestée, non pas pour protéger son image, mais pour soutenir sa mission. Il a obtenu son diplôme plus tôt, puis la faculté de droit. À 24 ans, il a réussi l'examen du barreau. Et à 25 ans, Élie Dubois a ouvert le projet Justice Louise, nommé d'après la femme qui n'a jamais cessé de croire en lui. La Fondation offre une défense juridique gratuite aux jeunes sous-représentés confrontés à des accusations injustes, ainsi que du mentorat, de l'éducation et de la défense des droits. Il entre maintenant dans les salles d'audience, non pas comme l'accusé, mais comme défenseur. Et quand il parle, les juges se souviennent de son nom. Les jurés aussi, les enfants aussi, assis dans des cellules de détention qui pensent n'avoir aucune voix. Élie visite les établissements pour mineurs une fois par mois. Il apporte des livres, il écoute, il raconte son histoire, non pas pour glorifier la douleur, mais pour illuminer le chemin pour en sortir. Car pour chaque Élie, il y en a 1000 autres qui attendent d'être vus. Et il ne s'arrêtera pas avant qu'il ne le soit. Combien d'Élie y a-t-il là-bas en ce moment? Des garçons et des filles avec une brillance dans leurs os, enfermés derrière de fausses suppositions, enterrés par des systèmes qui ne leur ont jamais donné une chance de respirer. Des enfants dont le seul crime est d'oser rêver dans un monde qui doute d'eux. Élie Dubois ne s'est pas seulement levé pour lui-même, mais pour chaque voix silencieuse. Maintenant, c'est votre tour. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous continué à vous battre? Auriez-vous pris la parole? Dites-le nous dans les commentaires. Votre voix compte. Si l'histoire d'Élie vous a ému, partagez-la. Laissez quelqu'un d'autre voir ce qui est possible lorsque la douleur rencontre un but. Abonnez-vous à Le Poids du Choix pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Des histoires qui révèlent la puissance brute, belle et brutale du choix. Car au final, il ne s'agit pas de la façon dont nous tombons. Il s'agit de ce que nous faisons quand le monde dit que nous ne pouvons pas nous relever et que nous nous relevons quand même. Ne passez pas votre chemin. Parlez, partagez, levez-vous, juste comme Élie l'a fait.